Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Quand mythes et métaphores se saisissent de la psychiatrie, 1. Freud, un essai de critique de la déraison pure. Allvergänglich ist nur Einglechni, tout ce qui se passe n'est que métaphore. Goethe. En 1915, alors que la Première Guerre mondiale fait rage et que l'Empire austro-hongrois vit ses derniers jours de gloire, Freud est invité à apporter sa contribution à un volume collectif en hommage à Goethe et intitulé Das Land Goethe, le pays de Goethe, et édité par l'association Goethe de Berlin. Ce mémorial était censé collecter des fonds pour les bibliothèques allemandes, mais en réalité, il s'agissait d'un mémorial patriotique de propagande qui tentait de corriger l'image d'une Allemagne barbare dénoncée par la civilisation anglo-française, matérielle et criarde, et qui portait sur le thème des pays germaniques, porteurs d'une haute culture et confrontés aux questions soulevées par la guerre et la paix. Plus de 247 intellectuels avaient collaboré à ce projet, dont de nombreux écrivains tels que Arthur Schnitzler, Hugo van Hofmannsthal, Gerhard Hauptmann et Jacob Wassermann, des musiciens comme Richard Strauss et Max Reger, des peintres comme Max Liebermann, des scientifiques comme Albert Einstein et Ernst Haeckel, des politiques comme Walter Rathenau et Ferdinand von Zeppelin, tant d'autres et finalement Sigmund Freud. L'essai de Freud, poétique, méditatif et élégiaque, écrit durant l'hiver 1915 alors que la guerre faisait rage, était intitulé Vergängnis que Marie Bonaparte avait traduit par fugitivité. La valeur de fugitivité, écrivait Freud, est une valeur de rareté dans le temps, car elle concilie le désir aveugle de vivre et la difficulté d'être. Ce texte très bref décrit une promenade dans les Dolomites, un beau jour d'été et par un soleil déclinant, en compagnie de deux personnes, un jeune poète déjà fameux et un ami taciturne, que l'on a de bonnes raisons d'identifier avec René Maria Rilke et Lou Andrea Salomé. La conversation tourne autour de l'évanescence des choses, qui nous force à recréer ce que nous avons perdu. Quelle valeur accorder à notre existence mortelle, à la certitude de notre extinction ? De quelque côté qu'il se tourne, le poète ne voit que beauté, mais la beauté pour lui n'est pas promesse de bonheur. Les choses qu'il aime et admire sont éphémères et en voie de disparition, de sorte que la beauté est effacée par sa négation, brocardée par sa propre fragilité et dévalorisée par le caractère fugace auquel elle est destinée. La caducité des choses belles, et la mortalité qui nous accable, jettent le trouble dans l'esprit des deux compagnons de Freud, qui se trouvent incapables d'apprécier la beauté si ce n'est comme chose d'or et déjà perdue. Rilke reprend ce thème dans la 9e élégie à Duino. Et ces choses qui vivent en périssant savent que tu les apprécies, transitoires, elles comptent sur nous pour leur salut, nous, toutes et tous les plus transitoires. Freud se montre sensible au spleen du poète mais ne peut accepter la douloureuse incertitude de ses conclusions. S'il est vrai que les choses terrestres, les splendeurs de la nature, la beauté du corps et d'un visage humain, les fleurs qui ne durent qu'un jour sont passagères, le transitoire redouble la beauté et n'y retranche rien. Alors que Rilke nous enjoint de vivre dans le monde de nos songes, Freud, lui, remet l'univers du rêve là d'où il vient, c'est-à-dire dans la réalité. Il nous suggère de jouir du présent précisément parce qu'il est fugitif. Mais il ne réussit guère à impressionner ses compagnons. Lou Andrea Salomé tente alors de fusionner ces deux perspectives soutenues par deux hommes qu'elle estimait, et dont elle épousait les idées. Freud résume la tension entre ces deux visions quand il écrit « La propension à dépérir de tout ce qui est beau et parfait peut donner lieu à deux impulsions contraires. L'une conduit à l'accablement du jeune poète, l'autre à la rébellion contre la pertinacité des faits. » Freud conclut que leur conversation portait en fait sur la révolte de nos esprits contre le deuil. Rilke lui refuse le deuil et l'inévitabilité de la déchéance. Le deuil, c'est la rébellion de l'amour contre sa perte. La souffrance qui résulte de la perte de l'amour déchaîne à nouveau cet amour et sa réapparition. En réalité, ce texte est une version littéraire d'une conversation qui a bien eu lieu avec Rilke et Lou Andrea Salomé en septembre 1913 à Munich au Bayerischer Hof Hotel, durant le 4e Congrès international de psychanalyse, à l'époque où Freud écrivait son ouvrage sur le deuil et le concept de travail de deuil, Trauerarbeit. Les deux hommes ne se sont jamais revus, même s'ils sont restés très proches par personnes interposées, et notamment par leur amie commune, Lou Andrea Salomé. En 1917, apparaissent les premiers symptômes de son cancer dus à son addiction au cigare, mais cette maladie qui finira par emporter Freud,
ne remettra pas en question sa franchise d'esprit devant les mystères impénétrables du monde, car ce qui donne prix à la vie se mesure toujours pour lui à l'aune de la valeur de rareté dans le temps dont il parlait en 1915. En 1938, il utilise pour la dernière fois le terme de Vergänglichkeit. En somme, toute son œuvre a été consacrée à l'équilibre entre la volonté aveugle de vivre et la nature pénible de l'existence humaine. Le terme allemand de Sinn, de sens ou de signification, et sur lequel Ricoeur mate son interprétation de Freud, encapsule la valeur de rareté dans le temps. Nous luttons tous avec des impulsions contradictoires et cherchons à les harnacher au service de la vérité et à concilier amour et haine, passé et présent, désir et culpabilité, activité et passivité, bonheur et angoisse et à les projeter dans la vie et le monde extérieur. Personne, écrit Ernest Jones, n'a aimé la vie plus que lui, ni craint la mort moins que lui. Mais si la vie, comme l'interprétation d'une sonate, ne se joue qu'une fois, dans l'instantanéité plutôt que dans la permanence et l'immortalité, le jour advint, le 21 septembre 1939, où accablé par la souffrance physique, Freud renonça à la vie. Il appela son vieil ami, le docteur Schur, et lui dit « Mon cher Schur, vous vous souvenez sans doute de notre première conversation ? À présent tout n'est que torture et cela n'a plus aucun sens, keinen Sinn mehr. » Schur l'aida alors à se suicider en lui administrant des doses croissantes de morphine. Le naturalisme de Freud. Freud prenait très au sérieux la notion qui nous est venue des Lumières, et qui veut que les humains soient des objets de la nature. Il appartient à la tradition naturaliste de la pensée occidentale qui consiste à amener tout ce qui est observable dans le champ de ses activités. Cet héritage du passé remonte au présocratique, disparaît au Moyen Âge et prend ensuite son essor avec la science moderne. Il est probablement le premier qui, à l'époque moderne, cherche à expliquer le fonctionnement mental en termes de pure force naturelle. Et il s'oppose, en ceci à la tradition chrétienne selon laquelle l'esprit est une substance spirituelle mystérieuse et transcendante. Freud améliore et complète la conception de ses prédécesseurs comme Hobbes et David Hume, en ce qu'il introduit d'une part la notion de pensée et de désirs inconscients, ce qui apporte à ses explications une certaine profondeur étrangère à eux. De l'autre, il met en avant une position des plus hardies par laquelle il divise l'esprit en sections entre lesquelles des tensions introduisent des relations dynamiques propres à la vie intérieure. Ceci lui permet d'expliquer des conflits internes que d'autres avant lui, comme Platon, invoquaient à l'encontre d'une caractérisation naturaliste de la psychologie humaine. La conception naturaliste de l'esprit divisé de Freud est différente de celle, d'inspiration spiritualiste, de Kant pour qui les humains appartiennent au monde naturel en ce qu'ils possèdent la faculté du désir, mais ils ressortissent aussi à la sphère de l'intelligible par le pouvoir de leur raison grâce à laquelle ils jouissent de la capacité de libre arbitre qui les distingue des animaux. Les penseurs du XVIIIe siècle postulaient que l'homme est naturellement bon et doit donc faire face à cette même question, celle de Job, qui concerne la nature et l'origine du mal et des négativités de la vie humaine. Leur réponse était soit que le mal est illusoire, soit encore qu'il représente une dénaturation de ce qui est naturel, qu'ils attribuaient à l'environnement culturel ou institutionnel. Ils croyaient que les humains allaient bientôt vivre dans une société idéale, une société où tout ce qu'ils considéraient comme mal allait disparaître et où ne subsisterait que ce qu'ils considéraient comme le bien. En revanche, Freud tirait de son naturalisme une vision pessimiste de la nature humaine, sans cependant y mettre la moindre trace de cynisme. René Char écrivait « La seule certitude que nous possédions de la réalité du lendemain, c'est le pessimisme, forme accomplie du secret où nous venons nous rafraîchir, prendre garde de dormir. Les humains sont poussés par des instincts animaux qu'il leur faut contrôler au prix d'une souffrance cachée au fond d'eux-mêmes, et qui prend sa source dans un compromis entre des pulsions profondes de l'animal solitaire que nous sommes, et les contraintes que nous impose notre être social. On présente souvent à tort Freud comme l'apôtre du sybaritisme, alors qu'il croyait, à l'instar des encyclopédistes et de leur naturalisme optimiste dont il est l'héritier, au pouvoir qu'a la vérité, notamment la vérité scientifique, d'améliorer la conduite de ceux qui ont appris à la connaître. Mais ce qui sépare Freud de ces derniers, c'est que pour eux, ceux qui s'opposent à la connaissance de la vérité, ce sont des institutions comme l'Église catholique et la monarchie, tandis que pour Freud, ce sont les instincts naturels et certaines habitudes acquises durant l'enfance qui s'interposent entre la personne et la vérité.
Ce qui fait l'originalité de l'Évangile selon Freud, c'est qu'il amalgame le bien et le mal dans les vertus tragiques que sont courage, humilité et honnêteté, et qui sont inhérentes à une vision sombre de la destinée humaine, de ses limites et de l'inévitabilité des espérances trompées, mais il porte aussi un espoir de guérison par une foi qu'il ne peut guère offrir qu'à une minorité privilégiée. La vie, écrit-il, comme elle nous est imposée, est trop pénible pour nous. Elle porte avec elle trop de souffrances, de désappointements et de tâches insolubles. La pertinence morale de sa doctrine vient de ce qu'il culbute les résistances et franchit les obstacles qui séparent le normal du pathologique, le respectable du criminel et le bien du mal. Comme Socrate, il pense que la vertu est dans la connaissance, non pas la connaissance métaphysique mais la connaissance de soi. La pensée de Freud est née à une époque qui cherchait à analyser le rôle que joue dans la société la rationalité ainsi que l'irrationalité. Ce mouvement d'idées ne démentait pas les Lumières car il croyait au pouvoir qu'a la pensée d'améliorer la condition humaine. Mais au-delà des Lumières, il n'ignorait pas que nos opinions sont parfois à la merci des dogmes et des idées préconçues, des habitudes et des coutumes, des passions et des inquiétudes, de l'intolérance ou du ressentiment et de beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec des démarches rationnelles. C'est ainsi que la psychanalyse représente l'apogée de la littérature romantique du XIXe siècle. Freud cherche à combler l'espace qui sépare le romantisme allemand et sa préoccupation de l'irrationnel, de la foi occidentale dans la liberté, l'égalité et la fraternité, ainsi que dans la science comme instrument de leur réalisation. La thérapie de Freud, toujours dans la lignée des Lumières, consiste en une technique complexe, longue et laborieuse qui cherche à enseigner aux patients à savoir ce qu'en vérité ils désirent, ou plus encore, ce qu'ils devraient désirer, et à aider ceux qui ont perdu leur liberté à la retrouver en leur enseignant à être honnêtes avec eux-mêmes, et à affronter leurs difficultés plutôt que de les fuir. Nous sommes tous, chacun d'entre nous, un cafouillis de pensées et de désirs confus, antinomiques ou conflictuels auxquels il est extrêmement difficile de donner un quelconque sens. Mais une fois que, après un long travail d'enquête, l'analyste arrive à montrer au patient pourquoi il se comporte de la sorte, ce dernier est censé abandonner une conduite devenue inutile, si pas nuisible, pour lui-même et pour les autres. Contrairement à Rousseau, pour qui l'éducation des enfants doit laisser libre cours à leurs désirs, l'enfant, pour Freud, certes lui aussi permissif, ne doit pas être l'esclave de ses appétits et de ce besoin naturel. Pour Freud, le logo d'Héraclite, la phronésis d'Aristote, la ratio chrétienne ou la raison des Lumières n'interviennent guère ou bien peu dans les décisions humaines. Nos actions résultent d'un ensemble d'impulsions, de mobiles, d'instincts, de tendances dont nous n'avons guère conscience, sans parler des habitudes et coutumes, ou encore de principes métaphysiques ou théologiques nécessaires à nos décisions. La fraction consciente et rationnelle de notre conduite et de notre pensée est à l'exercice de notre vie quotidienne, comme la partie d'un iceberg qui émerge de l'eau est à sa partie cachée. Freud, écrit Gellner, n'a pas découvert l'inconscient mais il lui a donné un langage, un rituel et une église. Rappelons ici que Freud sape la vision cartésienne de la transparence, de l'autonomie et de la domination de la conscience, car pour Descartes l'idée de l'inconscient était antinomie. En bref, Freud présumait qu'un rationalisme positiviste dans sa pureté accent aigu révolutionnaire pouvait conduire à un âge d'or fondé sur une nouvelle forme de vertu intellectuelle. Mais il trouvait dans ce positivisme rationaliste tout à la fois sa force et sa faiblesse. Sa force résidait dans sa ténacité, sa conviction et son désir sincère d'apporter à l'humanité sa part de bonheur terrestre. Mais son rationalisme optimiste était aussi une forme de naïveté, car il croyait à une correspondance parfaite entre ses théories et la réalité. Une quête d'authenticité ? Dans les années 70, Lionel Trilling nous enjoint dans un livre qui devint un grand succès de librairie de distinguer la sincérité de l'authenticité. Trilling attribue notamment à la psychanalyse l'ascension de l'authenticité. Il décrit comment l'éthique en Occident a évolué d'une morale de la sincérité qui représente un aspect central de la vie morale propre à la littérature qui précède les Lumières, notamment Shakespeare, remplacée ensuite par l'authenticité. La sincérité, dit-il, nous enjoint d'agir et d'être réellement de la manière dont nous nous présentons aux autres. Le débat oscille entre le vieil idéal d'un être moralement sincère et l'idéal moderne d'authenticité.
Quand les citoyens prirent conscience de ce qu'ils sont des individus, la sincérité devint une vertu. Polonius conseille à Hamlet, reste fidèle à toi-même. André Gide avait remarqué qu'on ne peut pas être la fois être sincère et sembler l'être, ou plus exactement, on ne peut pas être totalement sincère tout en affirmant la nécessité de cette vertu. Le concept et le terme de sincérité entrent dans le vocabulaire moral à la Renaissance et il s'agit dès lors d'une vertu. Les normes de sincérité comme modèle à la fois d'individualité et de jugement étaient particulièrement appropriées à la vie publique. Le moi se fonde alors sur des habitudes séculaires et est façonné et modifié par les rapports avec les autres et par le rôle que nous jouons. Ce sont à la fois Schopenhauer, Marx, Ibsen et Nietzsche qui cherchèrent à lever le masque, à exposer et à découvrir les illusions, l'aveuglement et les vérités sous-jacentes. Nous sommes tous malades, écrit Freud. La névrose est le propre de l'homme mais sa gravité varie d'une personne à l'autre. Le processus thérapeutique est constitué d'un effort considérable de connaissance de soi, afin de surmonter ce que nous avions d'inauthentique dans notre vie mentale, qui prend sa source dans la névrose. C'est ainsi qu'avec l'arrivée de Rousseau et des romantiques, l'authenticité prend la place de la sincérité comme idéal de soi, ainsi que dans l'art. L'authenticité de l'existence humaine était jadis ratifiée par l'idée de Dieu. Comme le livre de Job, Freud nous propose d'accepter le mystère et le caractère naturel de la souffrance, et il cherche à préserver cet impératif irrationnel et inaccessible à la raison. Mais avec la mort de Dieu, Freud cherche à résoudre la dissonance de l'esprit. Pourquoi ce caractère inéluctable de la souffrance et de la frustration dans l'existence humaine ? Il insiste sur le caractère implacable de la condition humaine, déterminée comme elle l'est par la nature de l'esprit. L'authenticité implique de trouver et d'exprimer l'intimité et les opérations secrètes de notre être, et de juger en ces termes nos rapports avec les autres. Elle domine aujourd'hui notre façon de nous voir et nos rapports avec autrui, avec des conséquences parfois funestes. Cette conception moins acceptante des circonstances de la vie, ainsi que l'affirmation à la fois de la primauté et d'une vision plus exigeante du moi, engendre le doute chez les personnes sensibles et encourage la méfiance entre les gens. Dans les cénacles, elle fortifie la pensée collective en quête de conformité avec l'âme authentique ou canonique du groupe, et entre les groupes humains, elle devient la source intérieure d'une politique d'identité. La morale traditionnelle condamnait la violence ou le désordre, mais voilà le terrorisme revendiqué au nom de l'authenticité. C'est ainsi qu'en mai 1968, de nouvelles aspirations éthiques centrées sur le motif de l'authenticité se firent jour. Partout s'affichait le souci de soi. La volonté d'être enfin réconcilié avec le corps, avec l'intimité de son psychisme, de vivre en harmonie avec la nature, d'en finir avec l'aliénation du moi dans des formes de vie extérieures aux individus. Ce courant d'idées, ici désigné sous le nom d'éthique de l'authenticité, fut et reste sans doute encore d'une portée considérable. Avec la seconde topique de l'appareil psychique, et l'introduction du surmoi, un bureau disciplinaire qui exerce une répression beaucoup plus sévère, une tyrannie cruelle et gratuite, vient s'ajouter aux forces coercitives de la société et leur autorité pragmatique, plus ou moins bien contrôlée par la raison. Comment faire pour maîtriser cette source d'inauthenticité ? S'il est vrai qu'il nous faut réduire les malheurs inévitables à la condition humaine, et porter à son maximum les gratifications qui cherchent à compenser nos souffrances intimes et nos frustrations. L'ensemble des conflits et contradictions qui constituent l'existence humaine résistent avec opiniâtreté à nos préférences, notre volonté ou notre raison. La souffrance donne à la condition humaine sa dimension tragique. Quelque pénible et gratuitement arbitraire que soit notre condition, elle appelle en nous un impératif d'authenticité, irrationnel, sans rapport avec aucune forme d'espoir et inaccessible à la raison. Freud situe cet impératif dans le dialogue entre Eros et Thanatos, l'instinct de vie et l'instinct de mort avec lequel débute la nature humaine. Cette idée biscornue vient de ce que, partant de ce que la mort est un phénomène universel, Freud, avec sa manie de chosifier ses concepts, arriva à la conclusion qu'il doit y avoir dans la nature, opposée au goût de vivre, une force qui pousse vers la mort afin de retourner la vie à sa forme originale et inanimée. Avec l'instinct de mort, la vie prend un sens. La valeur de rareté dans le temps de notre existence mortelle se trouve neutralisée par la ruine des choses et leur renaissance.
Freud avait intitulé son livre « Le malheur dans la civilisation » Das Unglück in der Kultur avant de lui donner son titre de « Malaise dans la civilisation ». L'injonction delphique de Socrate dans le Charmide, « Connais-toi toi-même », donne toute sa signification à l'éthique de Freud, ce qui suggère que nous sommes quelque chose d'absent, de caché à nous-mêmes et fait écho à Héraclite qui avait dit « Je me suis cherché moi-même ». Freud donne substance à cette devise quand il montre que, souvent, nous nous abreuvons d'illusions sur nous-mêmes, de duperies de soi et d'aveuglement à notre propre égard, en chassant de la conscience des sentiments douloureux ou des désirs inavouables. Il propose des techniques qui permettent de parvenir à la connaissance de soi. Le patient doit être éduqué à rendre libre sa propre nature et à accomplir ses capacités. Avant Freud, les psychothérapies étaient souvent répressives et portaient atteinte à la liberté de penser, d'agir et de sentir. L'immense contribution de Freud consiste dans le développement d'une thérapie qui cherche à élargir la gamme des choix, et donc la liberté et la responsabilité du patient, et à l'inciter à un comportement plus indépendant. La psychanalyse est donc un projet plus éducatif que médical. Et son but n'est pas tant d'obtenir le bonheur ou le bien-être, que d'apprendre qui nous sommes et de développer notre autonomie personnelle. Freud ne se contente pas d'expliquer dans le comportement ce qu'il peut y avoir d'anormal ou d'exceptionnel, mais graduellement, il étend son modèle à ce qui est normal, en dévoilant une variété, une large gamme de conséquences pour sa théorie générale de la genèse des activités artistiques et des croyances religieuses. C'est la conduite de l'humanité tout entière qui constitue le champ d'application de sa doctrine. En dernière analyse, Freud cherche à nous proposer un idéal moral où règne la raison. Les humains sont plus rationnels qu'ils ne semblent l'être et sont capables d'agir rationnellement face à leurs conditions si on leur en donne les moyens. S'il s'est concentré sur l'analyse de l'irrationnel, c'est qu'il était arrivé à la conclusion qu'il était nécessaire de l'examiner et de le comprendre avant de tenter de devenir autonome. On lui a souvent reproché de ne s'intéresser qu'au côté sombre de l'humain, une accusation dont il a cherché à se défendre dans l'introduction générale à la psychanalyse. Nous ne nous attardons davantage au côté obscur de l'homme que parce que d'autres le nient, ce qui rend la vie psychique non pas meilleure, mais incompréhensible. Et il ajoutait : « Ne savez-vous pas que je suis le diable ? Toute ma vie j'ai été obligé de jouer au diable afin que d'autres puissent construire la plus belle cathédrale qui soit avec les matériaux que je leur ai laissés. » Le départ scientifique de Sigmund Freud. Dans son projet pour une psychologie scientifique qui date de 1895-1896, Freud anticipe, par une démarche légitime mais sans doute prématurée, les développements à venir de la neuropsychologie. Une conférence de l'Académie des sciences de New York a rassemblé en 1998 des neuropsychologues, psychiatres, psychologues, neurochirurgiens et philosophes, à l'occasion du 100e anniversaire du projet, un ouvrage théorique, riche de spéculations imaginatives, qu'il n'a jamais publié pas plus qu'il n'a eu l'intention de le publier. Dans ce manuscrit que l'on n'a découvert qu'1 an après sa mort, Freud écrit : « L'intention est de fournir une psychologie qui sera une science naturelle. Cela signifie qu'elle représentera les processus psychologiques comme des états quantitativement déterminés de particules matérielles spécifiables. » Freud abandonne ce projet réductionniste d'une psychologie scientifique en 1897 et n'y fera plus jamais allusion. Il s'explique en 1915. Chaque tentative de découvrir une localisation cérébrale des processus mentaux, chaque tentative de concevoir les idées comme emmagasinées dans des cellules nerveuses et les excitations comme se déplaçant le long des fibres nerveuses a échoué. L'impossibilité de construire un modèle neuronal et la nécessité de lui substituer une approche plus compréhensive au niveau de la psychologie, pourraient suggérer que les neurosciences et la psychologie portent sur des domaines différents. Mais pour Freud, il s'agit de deux manières différentes de s'exprimer, parce que les deux approches parlent en réalité de la même chose. Les états mentaux sont très différents des circuits nerveux, mais ils représentent, les uns comme les autres, des propriétés d'une même chose. Dans son livre sur l'aphasie et dans son projet, Freud offrait des modèles neuroscientifiques, structurels et quantitatifs de la fonction du langage et de la cognition. Mais tout comme pour son contemporain John Huglings Jackson, les processus mentaux dépendent de processus physiologiques parallèles.
la relation entre la chaîne des événements physiologiques dans le système nerveux et les processus mentaux n'est probablement pas celle de cause à effet. Le psychique est un processus parallèle au physiologique, un concomitant dépendant. Freud considère la psychologie comme une science naturelle qui doit prendre son départ avec les conditions neurophysiologiques des fonctions mentales. La vieille question philosophique de la relation corps et esprit se réduit donc à une séquence causale constituée de deux chaînes ininterrompues, l'une de processus physiologiques et l'autre d'événements mentaux. La conscience cesse alors d'être une substance spirituelle, mais est quelque chose de causalement déterminé, même si certains événements inconscients ne sont mis en évidence que par une inférence tirée de l'observation clinique. La conscience a donc deux interfaces, l'une externe, celle de la perception du monde, l'autre interne qui représente les états subjectifs, mémoire, croyance, désir, de la réalité inconsciente. En dernière analyse, Freud était interactionniste, c'est-à-dire que, selon lui, les événements mentaux peuvent causer des événements physiques et inversement. Il ajoute cependant que si, correspondant à chaque état mental, il existe un processus neurophysiologique, l'inverse n'est pas vrai car il rejette l'idée que chaque propriété psychologique soit réductible à des mêmes propriétés neurologiques. Il semble que Freud n'a jamais abandonné le modèle neuroscientifique présenté dans cet ouvrage, mais qu'il l'a transformé avec certaines modifications, pour y puiser sa métapsychologie. Nous devons nous rappeler, écrit-il, que toutes nos idées en psychologie sont provisoires et seront probablement un jour basées sur un substrat organique. Freud alors abandonne son modèle neurologique en faveur d'un modèle bicaméral de l'esprit humain, constitué de l'inconscient et du préconscient, qui ensuite deviendra tricaméral avec l'addition de l'inconscient. Sa terminologie neurologique devient métaphorique alors qu'elle glisse vers la psychologie. Il conserve sa notion de l'esprit comme une machinerie, qu'il réécrit en utilisant des termes psychologiques qui étaient au départ destinés à sa théorie neurologique. Il espérait ainsi que la psychanalyse puisse revêtir le caractère d'une science, fondée qu'elle était sur sa neuroscience et sa métapsychologie. Mais il y a au sein de cette vision scientifique, une tension constante entre deux visions. La première consiste en une théorie psychologique qui est concernée par l'image visible, manifeste ou publique de la personne humaine dans une trame intentionnelle. Elle cherche à expliquer nos pensées et notre comportement par les raisons, souvent inconscientes, ce qui revient à dire qu'elle porte sur des questions de sens ou de signification, Sinn, et les termes des apostrophes, affect, fantasme, fantasie, renonciation, Versagung, dénégation, Verneinung, envie, Neid, pulsion, Ziel, en un mot un langage de représentation, Darstellung que Franz Brentano, dont Freud a été l'élève, a appelé l'intentionnalité. La seconde dimension est celle de la métapsychologie, une image scientifique qui postule des entités plus simples que celles de l'image manifeste, avec ses trois axes, dynamique, économique et topique, qui expliquent nos pensées et actions en termes de force ou de barrières aveugles. Elle propose les notions des apostrophes, appareil psychique et ses concepts de pulsion, Trieb, investissement, Besetzung, tension pulsionnelle, Spannung, répression, Unterdrückung, abréaction, Abregieren, résistance, Widerstand, poussée, Drang, inhibition, émin, fluidité, Flüssigkeit, et bien d'autres comme le moi, le surmoi et le ça, tous issus de sa vision scientifique de l'être humain et dont on a pu dire qu'elle jongle avec des mots bien un peu byzantins. Freud écrit « La structure théorique de la psychanalyse que nous avons créée n'est en fait qu'une superstructure dont il faudra un jour asseoir les fondations sur des bases organiques. Mais nous sommes encore dans l'ignorance de tout ceci. Et encore, l'intention est de fournir une psychologie qui sera une science naturelle, c'est-à-dire qui représente les processus psychologiques comme les états successifs de certaines particules matérielles, déterminées quantitativement, ce qui rendra ces processus transparents et exempts de contradictions. Freud n'a donc jamais abandonné son projet d'un modèle neuroscientifique, mais il l'a transformé en le modifiant, et c'est ainsi qu'est née sa métapsychologie qui cherchera à expliquer et non pas à comprendre les activités comme celles de la pensée, des émotions et des actions humaines. Mais s'il avait poursuivi ou pu poursuivre son hypothèse initiale sans la noyer dans des spéculations hasardeuses, peut-être aurait-il pris sa place aux côtés de Copernic et Darwin. Les écrits de Freud sont remplis d'hypothèses qui sont tout simplement fausses, par exemple son explication de la paranoïa,
Mais ce qui fait l'intérêt de son œuvre, c'est et peut-être une certaine continuité entre la doctrine psychanalytique et les explications qui relèvent de la manière de juger commune à tous les hommes, et par laquelle nous essayons de donner un sens aux autres, comme des êtres plus ou moins rationnels, dont la conduite et les buts intentionnels prennent leur source dans un système complexe de croyances, de préférences, de désirs, de dispositions et de valeurs. La psychologie du sens commun cherche à expliquer pensée, action et émotion d'un sujet, en les intégrant dans une interprétation rationnelle et cohérente. Ce mode ordinaire d'interprétation révèle des causes ou des motifs qui montrent comment se trouve justifiée la manière dont une tierce personne voit les choses. L'originalité de la méthode de Freud pourrait bien résider, non pas dans des théories ou des principes généraux, mais plutôt dans des explications spécifiques et notamment dans le domaine des émotions et du comportement humain auquel il semblait jusqu'à lui impossible de donner un sens. Dans cette hypothèse, il est possible de concevoir que Freud a étendu nos modes d'interprétation familiers à l'inconscient dans des situations particulières, en y appliquant des méthodes qui sont celles que chacun d'entre nous utilise dans la vie quotidienne. Il s'agit alors d'expliquer ce qu'il y a d'irrationnel, d'involontaire ou d'inintelligible dans le comportement d'un sujet, à la lumière ou sur le modèle de la psychologie ordinaire qui nous est familière, et en colmatant les brèches, les discontinuités dans l'inférence explicative, par des pensées ou des désirs dont le sujet est inconscient. Ce qui paraît difficilement compréhensible pour un observateur ordinaire, pourrait alors se trouver justifié. La psychanalyse est-elle une science ? Au XVIIe siècle, quand Descartes se trouve incapable de construire son épistémologie par le pur exercice de la raison et sans faire appel à l'idée de Dieu, c'est John Locke qui apporte le chaînon manquant, l'apport de l'observation. La science, nous le savons aujourd'hui, s'appuie à la fois sur la rationalité et sur les données empiriques de l'observation et de l'expérience même s'il subsiste dans les différents courants de la philosophie des sciences au XXe siècle une tension entre ce qui est observable et ce qui ne l'est pas. La psychanalyse ne se compare pas à la physique, à la physiologie, à la psychologie ou à la médecine. Son erreur est d'avoir abandonné tout effort d'une méthode scientifique rigoureuse. Il n'y a guère de base de données publiques. Chaque analyste publie une sélection de ses observations cliniques sans aucune méthode stricte. Tout est anecdote et se limite à la narration de cas individuels. On ne cherche guère à réfuter ou à tester les hypothèses implicites. Les renseignements fournis par le sujet interrogé sur son passé et son histoire sont censés être en partie une structure symbolique, ou une construction cohérente à la fois empirique et rationnelle qui reflète les idées théoriques de l'analyste. Mais un objet construit sur la base d'une théorie ne peut guère être utilisé soit pour établir, soit pour réfuter cette théorie. Car c'est la théorie qui sert de principe de sélection et d'organisation. Peut-on alors vérifier la valeur de la psychanalyse par son succès thérapeutique ? La réponse est non, car l'efficacité thérapeutique est définie dans les termes de la théorie elle-même. Pour que la psychanalyse sorte de ce système circulaire et devienne intelligible, rationnelle et scientifique, il lui faudrait faire appel à des recherches qui viennent compléter son corpus théorique, et qui permettraient de tester par des méthodes empiriques ou expérimentales ces affirmations dans un contexte indépendant et extérieur au contexte psychanalytique. C'est-à-dire, traiter l'unité patient-analyste comme un objet de connaissance. Et de même, l'évaluation de l'utilité ou du succès de la psychanalyse ne peut s'entendre que si l'on établit des critères d'évaluation indépendants de la théorie analytique, et qui permettent de décider si oui ou non la thérapie est efficace, comme cela se fait de routine et avec succès pour d'autres formes de psychothérapie. Tout ceci prend sa source dans le péché originel de Freud, quand il prétendait que la psychanalyse est authentiquement scientifique. Alors qu'il se comparait volontiers à Copernic ou Darwin, il a échoué dans son projet d'une révolution scientifique en psychologie selon les méthodes de Roger Bacon basées sur observation, expérience, empirisme et accumulation de connaissances publiques. De plus, Freud, tout en reconnaissant que l'hérédité des caractères acquis est une idée rejetée par la biologie, décide de la conserver car je ne peux pas me passer de ce facteur, écrit-il dans l'évolution biologique. On sait aussi à présent combien les observations de Freud et la description de ses cas cliniques pouvaient être biaisées, tendancieuses, sélectives sinon malhonnêtes. Sans entrer dans plus de détails,
Il ne fait pas de doute que Freud n'a pas toujours été un modèle d'intégrité intellectuelle. La psychanalyse s'appuie sur une chosification des concepts métaphysiques qui conduisent à une théogonie du mélodrame. Le moi, ICH, le surmoi, Uber-ICH, le ça, est, ou la pulsion de mort qui peuvent avoir une validité symbolique et une valeur thérapeutique mais qui ne sont pas des objets scientifiques. Ces entités anthropomorphiques sont inutiles et philosophiquement encombrantes, et il serait préférable de leur substituer des concepts d'action et de leurs différentes modalités. Le langage de Freud est donc purement rhétorique, et la psychanalyse a été victime d'un arrêt dans le développement. La psychanalyse serait-elle une sorte d'opium des intellectuels ? Freud n'a-t-il été qu'un conteur de bonnes histoires, ni meilleur ni pire que celles qui font le pain quotidien de notre culture postmoderne ? Freud lui-même n'écrivait-il pas ? On pourrait me demander si je suis bien convaincu des hypothèses que je viens de formuler. Ma réponse serait non, et je n'invite personne à y ajouter foi. En fin de compte, 3 questions se posent quant à l'efficacité de la psychanalyse. Concernant un certain bénéfice thérapeutique, pas nécessairement l'élimination d'un symptôme, son efficacité est-elle supérieure aux autres formes de traitement ? Est-elle plus efficace qu'un placebo ? Est-elle plus efficace que l'absence de traitement ? Le verdict est le même pour les 3 questions. Après plus d'un siècle d'exercice de la psychanalyse, on ne peut que répondre non à ces interrogations, ce qui ne signifie pas que les hypothèses qu'elle propose soient gratuites, mais tout simplement qu'aucune preuve ne vient les appuyer. La science cherche à connaître le monde qui nous entoure, mais c'est la technologie, qu'on appelle souvent science appliquée, qui cherche à le transformer. Mais pour changer le monde, il faut d'abord le connaître et le comprendre. Et pour soulager la souffrance humaine, ce qui est le rôle de la médecine, il faut inévitablement s'appuyer sur la recherche, sur la science biomédicale et épidémiologique, sur leur appareil conceptuel et leur méthode d'évaluation. La psychanalyse créée par Freud est restée la seule branche de la connaissance humaine qui refuse de se soumettre à l'exigence de la culture occidentale de justifier ses grandes affirmations. De plus, les œuvres de Freud fourmillent de termes et de concepts, soit identiques, soit superposés les uns aux autres, qui n'ont pas la même signification, ne sont guère utilisés dans un même contexte et qui marquent un certain désordre d'une pensée souvent guidée par des lueurs d'inspiration plutôt que par une cohérence conceptuelle. La psychanalyse est-elle une discipline médicale ? Pour Freud, et au-delà de ses origines théoriques et de leur but initial, la psychanalyse était une discipline médicale. Freud a ajouté aux facteurs étiologiques, tels les germes, les gènes, les anomalies fonctionnelles et anatomiques du cerveau, une 5e cause, un conflit intrapsychique, et au traitement qui était en vogue à son époque, la cure par la parole, basée sur le transfert et la catharsis. Il a eu le mérite de nous avoir montré que les processus psychologiques qui constituent les comportements anormaux ne diffèrent pas de ceux qui constituent les comportements normaux. Freud pensait que la psychanalyse était plus efficace que les autres approches thérapeutiques. Mais c'était inévitablement à son époque, puisque les méthodes d'épidémiologie clinique et les instruments statistiques étaient inexistants, un simple acte de foi, selon lequel les autres approches thérapeutiques ne traitaient que des symptômes, alors que seule la psychanalyse était susceptible de guérir et de modifier profondément la personnalité du sujet, et ceci d'une manière durable. Ceci tenait, selon lui, à ce que seule la psychanalyse rendrait possible de découvrir et d'éliminer les causes sous-jacentes aux symptômes par le moyen des apostrophes, une connaissance intime de soi, en permettant à ce qui est inconscient de devenir conscient. Cependant, et malgré la persistance parmi ces apôtres de ces grandes visées tout au long du XXe siècle, il n'y a toujours pas un siècle plus tard une parcelle d'évidence pour appuyer ces affirmations. Les psychanalystes n'ont toujours pas réussi à nous apporter autre chose que des anecdotes cliniques, ce qui représente plus d'un siècle de retard sur la médecine. Thomas Sachs, psychanalyste et professeur émérite à l'Université de New York à Syracuse, caractérise le problème comme suit. Freud nous a donné une bonne description de la psychanalyse, mais il la range dans la mauvaise catégorie. Il la décrit comme une forme de contrat et de conversation, mais la catalogue comme un traitement. D'où la confusion et la controverse qui portent sur la question de savoir si oui ou non, la psychanalyse est une forme de pratique médicale, si on la saisit dans le langage médical, comme le traitement d'une maladie, elle appartient à la médecine, mais si on la saisit dans le langage de la communication et du contrat,
en tant que conversation qui porte sur les expériences passées et présentes d'une personne et ses moyens d'y faire face, il est clair qu'elle n'appartient pas à la médecine. Sage nous propose donc un choix. Dans la première hypothèse, celle de la préférence médicale, il faut mettre en place des programmes d'évaluation des techniques psychanalytiques. Dans la seconde alternative, la psychanalyse doit se résoudre à quitter le champ de la médecine et se borner à un dialogue de nature plutôt morale. La première solution soulève une vieille question. La théorie ou la pratique psychanalytique ne sont pas vérifiées, mais sont-elles vérifiables ou sont-elles réfutables ? Ce n'est pas ici le lieu d'approfondir cette question. Contentons-nous de rappeler que Karl Popper y a répondu négativement. La question est importante, car une théorie qui n'est ni vérifiable, ni réfutable est vide de contenu, c'est-à-dire dépourvue de tout rapport sémantique avec la réalité du monde extérieur. En d'autres termes, une telle théorie est vidée de son sens, car elle a perdu le pouvoir de dire le vrai ou le faux, qui est une relation entre le langage et le monde, et donc le pouvoir de connaître ou de faire connaître tout aussi bien le monde physique que celui de son prochain et de sa souffrance. Un tel discours peut être poétique ou musical ou rhétorique, mais épistémologiquement, c'est-à-dire du point de vue du rapport entre le langage et la réalité, il n'est plus que bruit. L'énorme attrait intellectuel de la psychanalyse vient de ce qu'elle explique tout. Savoir à l'avance que quoi qu'il survienne, vous pourrez l'expliquer, donne à la fois un sentiment de maîtrise et une sécurité émotionnelle dans la vie. Accepter cette théorie, écrit Karl Popper, est comme une conversion intellectuelle ou une révélation qui ouvre les yeux à une vérité nouvelle, encore dérobée au regard de ceux qui ne sont pas initiés. Une fois les yeux ouverts, vous voyez partout des exemples qui sanctionnent votre représentation. Le monde est plein de vérifications de la théorie. Tout ce qui arrive la confirme. Sa vérité saute aux yeux, et ceux qui n'y croient pas sont à l'évidence des gens qui refusent de voir une vérité qui ne fait guère de doute. Certes, Freud s'est appuyé sur de nombreuses observations. Il en est de même des astrologues, des marxistes ou des homéopathes. Mais la difficulté de la psychanalyse est qu'aucune observation n'est susceptible de la mettre en question, et que toute observation ou tout événement apporte de l'eau au moulin. Par exemple, si une personne manifeste une grande agressivité, c'est qu'elle est agressive, mais si elle manifeste une grande passivité, c'est qu'elle essaie inconsciemment de cacher son agressivité. Mais ce jeu de mots est réversible. En effet, si une personne ne fait preuve d'aucune initiative, elle manifeste de la passivité, mais si elle fait montre d'agressivité, c'est qu'elle essaie de cacher sa passivité. Quelles que soient les observations cliniques, la théorie psychanalytique prétend les expliquer et rien ne permet de les réfuter. La psychanalyse utilise donc une grille de lecture dont les mailles sont si larges qu'elle s'applique à tout et à son contraire. La pratique ainsi que les explications psychanalytiques sont faites de prophéties autoréalisatrices, ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. De plus, nous savons à présent que la mémoire n'est pas fiable. On connaît aujourd'hui sa plasticité et la facilité avec laquelle elle se déforme et la difficulté de retrouver par elle une vérité hypothétique. Ce que Freud qualifiait d'amnésie infantile est dû, nous le savons aujourd'hui, au recablage du cerveau et non à un processus de répression psychologique. Affirmer que la psychanalyse est une pseudo-science, comme le fait Popper, ne consiste pas à nier ces affirmations, car celles-ci, comme toute affirmation scientifique, sont sujettes à révision. Popper dénonce leur répugnance persistante à se soumettre aux marches ou crève de l'évaluation scientifique. Psychanalyse et psychiatrie. Après la Seconde Guerre mondiale, la psychanalyse a été durant un quart de siècle l'orthodoxie de la psychiatrie américaine. Au cours des 30 dernières années, la psychanalyse a été remplacée dans la psychiatrie contemporaine par la psychologie scientifique, tandis qu'elle persiste dans la culture populaire ainsi que dans une profession lucrative dans quelques pays occidentaux, France, Italie et Amérique du Sud. Ceci dit, l'influence de la psychanalyse a pénétré notre langage et influence largement et de multiples manières la façon que nous avons de nous regarder nous-mêmes. Après un siècle d'exercice de la profession, certains psychanalystes ont décidé de procéder à de premières investigations qui ont montré l'efficacité de leur thérapie psychodynamique, une forme de psychanalyse, mais ces études ne comportaient pas de contrôle, ce qui ne permet pas d'exclure un effet placebo. Les concepts de la psychanalyse sont, il est vrai,
vague et difficilement vérifiable, et Freud lui-même l'a reconnu, souvent irréfutable. En 2004, l'INSERM a procédé à une analyse critique à partir de la littérature internationale sur l'évaluation des différentes psychothérapies appliquées aux soins des troubles mentaux. Les conclusions générales, peu favorables au freudisme, n'ont surpris personne hors de France. Elles sont bien connues de la psychiatrie contemporaine et notamment des experts de l'Organisation mondiale de la santé dont on sait combien leurs recherches en psychiatrie sont fécondes. Le livre noir de la psychanalyse résume de manière très complète la littérature critique sur ce sujet, et présente au public français l'image que se font de la psychanalyse les scientifiques et psychiatres notamment scandinaves, anglais, américains et ceux du Commonwealth britannique, tant la doctrine médicale est aujourd'hui mondialisée. Il est vrai qu'on a assisté au cours du siècle passé à une prolifération de mouvements dissidents et divergents, qui ont sapé le langage théorique de la psychanalyse. Mais quelles qu'aient été leurs intentions, ces écoles successives ont été dans l'incapacité de faire de la psychanalyse une forme de connaissance cumulative. Il reste vrai après plus d'un siècle, qu'il n'existe pas un seul laboratoire de recherche psychanalytique. Les psychanalystes ne participent guère aux congrès scientifiques, et ils ne publient pas non plus dans les magazines scientifiques. C'est pourquoi la psychanalyse est restée l'œuvre d'un seul homme, qui a en tout cas été le caractère central du déroulement de cette entreprise. Nous savons à présent que la psychanalyse est née dans la douleur. Certes, Freud s'y comportait comme un tyran quelque peu mesquin, dérobant les idées des autres et refusant de leur en donner crédit, exigeant une loyauté qu'il refusait aux autres. Certes, plusieurs de ses adeptes, et encore récemment, abusaient de leurs patients sexuellement ainsi que d'autres manières. Certes, la jalousie et l'intolérance de Freud agissaient réciproquement avec les ambitions de ceux qui l'attiraient auprès de lui, ce qui menait à une parade de compétiteurs désaffectés. Carl Jung, Eugene Bleuler, Alfred Adler, Otto Rank, Wilhelm Reich et Melanie Klein pour n'en citer que quelques-uns. Certes encore, la communauté freudienne était un réseau d'envie, de jalousie, de paranoïa et d'ambition, une situation surprenante pour des personnes qui prétendaient que la thérapie qu'ils subissaient les élevait au-dessus des faiblesses humaines et devait les conduire à une situation psychologique supérieure. Ces dernières décennies, le recyclage de Freud s'est poursuivi, et s'est souvent terminé dans le charlatanisme et l'autolâtrie. La psychanalyse est devenue une discipline confinée à un système obsessionnel et répétitif. Thomas Sachs écrivait: les analystes qui font de la thérapie anaclytique sont comme des jésuites qui exploitent un service d'avortement. Les premiers encouragent les patients à s'appuyer sur eux, alors que leur éthique demande que ces derniers ne se reposent que sur eux-mêmes. Les seconds fourniraient une intervention médicale, alors que leur éthique veut qu'ils y renoncent, comme à un meurtre. L'inconscient. Wittgenstein écrit: vous seul êtes capable de savoir si vous avez cette intention. Deux éléments de l'action intentionnelle, les formes de comportement et la possibilité de l'aveu, sont essentiels pour Freud à l'utilisation des concepts de motivation et d'intention. Les intentions ne sont donc pas simplement des catégories de comportement, car elles peuvent ne jamais se manifester. Elles sont donc souvent de nature dispositionnelle ou conditionnelle, car elles se manifestent si le sujet nous parle de ses intentions ou si celles-ci se révèlent au cours de l'exercice clinique du psychanalyste. Tout comme la solubilité du sucre dans l'eau ne se manifeste que quand on le plonge dans l'eau. Pour Freud, l'irrationalisme est au cœur de la vie quotidienne, une idée qui a permis à nombre de ses successeurs, inspirés par l'ubiquité de l'inconscient, de considérer le comportement humain comme largement guidé par des symboles. En tout ce que je fais, je ne fais pas réellement ce que je crois faire, et les sentiments que j'éprouve ne sont pas ceux que je crois avoir. Cette vision métaphysique ne doit pas conduire à penser que pour Freud, tout est inconscient. Il est clair que, comme l'écrit Raymond Tallis, les arias de l'irrationalité freudienne et de la pensée magique sont en bref insérés dans un récitatif d'activité rationnelle, guidé par une pensée non magique. Le concept de l'inconscient prend sa source chez Mendes-Biran, Leibniz et surtout Schopenhauer et William James, mais Freud lui a donné une église. Il y a deux manières de comprendre le terme d'inconscient, l'une est en quelque sorte pré-freudienne et la seconde est celle de Freud. Pour Thomas Sachs, grand admirateur du satiriste et pamphlétaire Karl Kraus, l'inconscient est à la fois la terre promise des fidèles de la psychanalyse et le territoire de la mafia psychanalytique.
Freud, certes, nous montre qu'une fraction substantielle de notre comportement est inconsciente, mais l'usage de cet adjectif justifie-t-il sa forme substantive ? L'usage du prédicat inconscient est inoffensif et anodin. Mais sa réification en fait un objet sur la structure duquel on se met à théoriser, et sur le contenu duquel on ne cessera plus d'épiloguer et de noircir du papier. Il s'agit alors d'une entité métaphysique inutile. Ceci dit, la psychothérapie freudienne ne devrait nullement être affectée par le rejet de la métapsychologie de Freud. Les processus psychologiques sont des formes d'action, privées ou publiques. Il conviendrait donc d'éviter les dénominations substantives ou adjectivales. Une action se décrit à l'aide d'un verbe qui décrit sa nature et d'un adverbe qui qualifie son mode d'activité. Si l'on s'efforce d'éliminer l'inconscient comme objet, comme chose, on se retrouve avec des qualifications adverbiales, inconsciemment, pour désigner les qualités mentales comme conscient, préconscient ou inconscient. La forme adverbiale souligne qu'il s'agit de mode d'action, une idée qui comprend alors des actes conditionnels ainsi que des actes réels. Cette forme adverbiale n'est pas une qualité du contenu mental lui-même, car ce dernier est aussi une forme d'action puisqu'il consiste à penser quelque chose de manière diverse, consciemment, inconsciemment, passionnément, à la folie, anxieusement, etc. Consciemment, évite alors la chosification, devient alors une manière d'agir, et il ne se réfère pas à un système, à un organe ou à une structure de l'esprit mais à une manière d'effectuer l'action qui consiste à penser. Il y a des cas où le sujet fait tout ce qui est en son pouvoir, pour que le mode d'action reste inconscient. Il s'agit alors d'une action conditionnelle, une action à la manque, une action aspirante. Ce que Freud appelle des impulsions réprimées, c'est-à-dire quand le moi, motivé par l'anxiété ou la culpabilité, se protège contre l'invasion de certaines forces mentales, sont en fait des actes conditionnels, c'est-à-dire des choses que l'on continue à désirer mais que l'on s'abstient de faire. Ce qui est maintenu inconscient, c'est donc ce que le sujet s'abstient de faire. Le concept d'inconscient se réfère donc à la fois aux actions factuelles et aux actions conditionnelles. En d'autres termes, la clinique psychanalytique pourrait être relativement autonome et indépendante des confusions de la théorie sur laquelle elle est censée reposer. Freud explore ce qui est déroutant, inintelligible et anormal dans la vie quotidienne, et brouille la ligne de démarcation qui sépare ce qui est intelligible de ce qui ne l'est pas. Ce qui est inconscient avant Freud, c'est ce que les sujets ignorent ou ne reconnaissent pas, mais que les autres peuvent, eux, reconnaître. Avec Freud, ce qui est inconscient passe inaperçu pour les uns comme pour les autres, et ceci jusqu'à l'introduction de sa méthode. Mais reconnaître le caractère intentionnel de son comportement ne suffit pas pour le modifier. Ce qui est nécessaire, c'est de porter les souvenirs et les émotions palpables à la surface de la conscience et d'affronter les épreuves émotionnelles jusqu'à être capable d'embrasser une nouvelle disposition consciente à l'égard de son passé et de son rôle d'adulte. L'efficacité thérapeutique au cœur du débat. Le problème est alors le suivant. Une psychanalyse classique dure 3 ans, 4 ans ou plus. Par ailleurs, vivre est psychologiquement très thérapeutique. La question est donc de savoir si les effets bénéfiques que Freud pensait observer au cours d'une cure, si bénéfice il y a, étaient ou non le résultat de son intervention, et si la psychanalyse n'avait jamais d'effets secondaires indésirables, c'est-à-dire si beaucoup de patients ne se porteraient pas mieux sans leur intervention, ce qui est le cas, notamment dans l'autisme et la schizophrénie, et enfin si la psychanalyse fait moins bien, mieux ou la même chose qu'un placebo vu Q'. Un placebo a souvent un effet bénéfique et est, en soi, une forme de psychothérapie. Les thérapies cognitives, comportementales et l'approche familiale ont répondu à ces questions dans la littérature médicale, la psychanalyse, non. Le concept de répression est la pierre angulaire de la psychanalyse. Et si la répression est pathogène et est causalement nécessaire au développement d'une névrose, comme peut l'être l'intériorisation d'une bactérie pour une maladie infectieuse, l'ablation du matériel réprimé, qui devrait en quelque sorte être cathartique, est alors une manœuvre thérapeutique. Si donc, l'association libre amorcée par des symptômes névrotiques conduit au matériel réprimé, ceci suggère que ce dernier servirait d'agent pathogène du symptôme névrotique. Ceci est la seule justification de la technique de l'association libre. Or Freud a été obligé de reconnaître, au cours des années, que son enthousiasme et ses affirmations initiales n'ont pas été corroborées par la suite, et notamment que la levée des répressions n'assurait pas nécessairement le succès thérapeutique,
et que si même la levée de la répression s'avérait efficace, ceci pourrait signifier qu'elle contribuait à maintenir plutôt qu'à déterminer les symptômes névrotiques. La résistance, pour Thomas Sachs, est souvent le terme qu'utilise le psychanalyste pour exprimer sa désapprobation d'un patient qui parle de ce dont il veut lui-même parler. Quelle valeur peut-on enfin attribuer à l'association libre si l'on prend en compte la possibilité inévitable, et reconnue par Freud lui-même, de contamination par la suggestion et l'influence du thérapeute sur son sujet? Quoi qu'il en soit, il semble bien que, compte tenu de l'évidence empirique et des recherches expérimentales disponibles, la pierre philosophale de la doctrine de Freud, c'est-à-dire le rôle causal de la répression dans l'étiologie de qu'il appelle la névrose, reste douteuse. Quant à la thérapie psychanalytique dans sa quête de construire des descriptions narratives de soi, nous savons à présent d'une part que les événements propres au développement ne sont pas une cause majeure des phénomènes psychopathologiques, et de l'autre que la description de soi qui résulte de l'explication psychanalytique est à la fois invérifiable et inutile. En d'autres termes, les expériences vécues dans l'enfance n'ont pas grand-chose à faire avec la psychopathologie de l'adulte. Les études épidémiologiques nous ont montré qu'il est faux de croire encore que schizophrénie, syndrome bipolaire, dépression, autisme ou abus de drogue s'expliquent en référence au développement psychologique de l'enfant, et nous n'avons donc aucune raison de croire qu'une reconstruction historique des événements qui ont eu lieu au cours du développement ait un quelconque effet thérapeutique. Prenons l'idée de Freud selon laquelle l'anxiété est toujours, d'une certaine manière, une répétition de l'anxiété éprouvée à la naissance, écrit Wittgenstein. Il n'établit pas ceci par référence à l'évidence, car il ne pourrait pas. Cette idée a l'attrait des explications mythologiques qui veulent que tout soit une répétition de quelque chose qui a eu lieu précédemment. Et quand on accepte ou adopte cette idée, les choses semblent plus claires et plus simples. Il en est de même de la notion d'inconscient. Freud, il est vrai, était rationaliste, mais ses arguments trop souvent venaient à l'appui de ses propres conclusions, comme le fait un avocat qui cherche à justifier ses jugements, plutôt qu'un juge qui pèse le pour et le contre. L'efficacité d'un traitement, qui doit toujours être rapporté à une catégorie de diagnostic donnée, consiste à vérifier si le but que se donne ce traitement est atteint, et si oui, dans quelle mesure. Ce n'est que dans la deuxième moitié du XXe siècle que la médecine a commencé à s'émanciper de la description de cas isolés. Freud lui-même n'écrivait-il pas à la fin du XIXe siècle « Cela me frappe moi-même comme étrange, que les cas cliniques que je décris se lisent comme des histoires brèves, de telle sorte qu'on pourrait dire qu'il leur manque l'estampille authentique de la science. » La littérature médicale a généralement, et tout comme la littérature psychanalytique, une tendance naturelle à ne publier que les résultats positifs d'une intervention, plutôt que ses résultats négatifs. C'est pourquoi la médecine a tourné une page de son histoire en 1971, quand Archie Cochrane, ancien combattant des brigades internationales de la guerre d'Espagne et épidémiologiste de renom, a lancé l'idée de la médecine basée sur l'évidence. Tout traitement et toute intervention médicale doivent établir leur efficacité, c'est-à-dire faire la preuve de ce qu'ils atteignent le but qui leur est assigné et qu'ils se sont donné. L'évaluation peut porter sur le processus d'intervention, mais il faut aussi qu'elle analyse ses effets, son aboutissement et ses conséquences, positives et négatives. Ceci ne signifie pas que la psychiatrie soit universellement basée sur l'évidence, bien loin de là. Mais que depuis quelques décennies, elle s'est donné ceci pour but. Or, comme c'était précédemment le cas pour la littérature médicale jusqu'à la réforme introduite par Cochrane, la littérature psychanalytique, depuis Freud et jusqu'à nos jours, est encore toujours faite de descriptions anecdotiques de cas cliniques, qui correspondent à des observations édifiantes qui se conforment à l'attente qu'on en a et sont en accord avec la théorie. Elles servent à illustrer et à persuader plutôt qu'à chercher à connaître. Au nom de quoi ? La psychanalyse serait-elle à l'abri de la critique et immunisée contre les problèmes qui vont croissant, notamment celui de la quantification et celui de la vérification, mais aussi celui de la responsabilité du corps soignant devant la société qui finance les soins médicaux et donc psychiatriques. Le personnel traitant, tout comme les patients, ne sont-ils pas à la charge des contribuables et de la sécurité sociale ? La psychanalyse a donc pris un retard important sur la médecine. Elle s'exprime dans un langage désuet qui gravite autour de termes vagues, ambigus ou dépourvus de sens, comme celui de névrose,
depuis longtemps abandonné en psychopathologie et éliminé de la classification internationale des maladies et de celle des maladies mentales, ce qui fait qu'elle figure comme la tribu perdue de la psychiatrie. La psychanalyse n'est-elle qu'un placebo ? Comme les psychanalystes affirment avec force que leur traitement est utile, mais qu'il semble par ailleurs avéré qu'il est dépourvu d'efficacité, ceci suggère qu'il pourrait s'agir d'un effet placebo, comme le suggère David Jopling de l'Université de York à Toronto. Les placebos interviennent dans toutes les branches de la médecine. Nous savons à présent qu'il ne s'agit pas d'un phénomène purement psychologique, mais qu'il a une dimension biologique et neurophysiologique, et de ce que les problèmes de santé ont une forte tendance à s'améliorer spontanément. Cette capacité naturelle de guérison tient notamment à ce qu'on appelle l'homéostasie, un mécanisme qui active des processus d'autocorrection ou d'autorégulation. La guérison spontanée, qui fait l'objet de l'effet placebo, concerne entre autres choses les interventions chirurgicales et pharmaceutiques et évidemment aussi les psychothérapies, sans parler des facteurs symboliques, culturels et interpersonnels qui tous font intervenir cette capacité innée des êtres vivants, l'autorégulation. Ce qui caractérise les placebos, c'est qu'il s'agit d'interventions dépourvues d'ingrédients théoriquement connus pour leur efficacité pour le problème en question, et que l'efficacité thérapeutique que l'on croit pouvoir leur attribuer tient à des facteurs accidentels, extérieurs ou environnants. Si les psychothérapies sont ou ont un effet placebo, cela dépend de facteurs qui n'ont rien à voir ni avec leur capacité explicative, ni avec leur efficacité. Cet effet, en médecine comme en psychanalyse ou en psychiatrie, tient soit à la confiance envers le thérapeute, à son autorité ou son apparence physique, l'effet blouse blanche, soit encore au rituel thérapeutique, à l'usage d'un vocabulaire ésotérique, aux explications que l'on donne aux clients ou encore à une forme de traitement sanctionné par l'opinion publique. Au cours de la cure psychanalytique, les sujets découvrent ce qu'ils pensent être des forces inconscientes auxquelles leurs pensées, leurs émotions, leur personnalité et leur comportement sont censés être soumis. De telles visions intérieures, révélées par l'analyse, sont susceptibles de surprendre les clients par leur cohérence et leur plausibilité, mais ni leur cohérence ni leur plausibilité ne sont de sûrs garants de leur vérité, de leur nature étiologique ou de leur conformité avec les faits. Il se peut aussi qu'elles soient subjectivement si convaincantes qu'elles emportent la conviction. De plus, le sujet, pour les acquérir, est susceptible d'essuyer une souffrance psychologique telle Q'. Il se trouve lié à elle par un rapport de dépendance, de suggestion ou même de contrainte. Mais une fois de plus, ce sentiment de conviction ne garantit pas la vérité. Et quand au cours de l'analyse, le patient croit découvrir des souvenirs anciens et depuis longtemps enfouis ou oubliés, il effectue en réalité des inférences dérivées de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.